Bienvenue dans Palladia, un phénomène VR mondial connu pour son niveau de liberté dingue et ses builds de personnages ultra poussés. C'est un monde où les dragons et les titans sont monnaie courante, et où les monstres rampent constamment hors des ténèbres pour massacrer le royaume des humains. Un énorme dragon pourpre s'abat sur une ville paisible, transformant les rues en véritables brasiers. Les gens fuient pour sauver leur peau, alors que les bâtiments s'effondrent sous le poids de la bête. Loin au-dessus du chaos, un guerrier solitaire se tient au bord d'une tour en ruine. Il observe la destruction avec un regard calme et analytique, sa lance prête pour le combat à venir. En tant que joueur de haut niveau, il connaît le moindre recoin de ce jeu comme sa poche. Il transfère son poids et se prépare à réduire la distance entre lui et ce cauchemar volant. Il saute de la tour, fendant les airs en direction du dragon. Le vent siffle à ses oreilles alors qu'il plonge droit dans la fournaise. Le dragon blanc rugit, ses yeux bleus brillants de puissance à l'approche du joueur. Celui-ci pointe sa lance directement vers la tête de la bête, prêt à lui porter un coup fatal. Il lance un défi au monstre, hurlant qu'il va l'envoyer en enfer au nom du dieu Titan. Son arme lance un éclat vif et dangereux alors qu'il frappe de toutes ses forces. Le dragon ouvre une gueule béante, crachant une rafale de feu dévastatrice qui illumine le ciel. La chaleur est insoutenable, mais le guerrier ne bronche pas. Les flammes lui lèchent le visage alors qu'il manœuvre dans les airs. Il serre les dents, bravant la chaleur étouffante pour rester à l'offensive. Il se faufile entre les ailes massives du dragon, esquivant le brasier à quelques centimètres près. Ses mouvements sont fluides et maîtrisés, typiques d'un joueur au sommet du classement. Atterrissant sur le dos écailleux du dragon, il y enfonce sa lance avec tout ce qu'il a dans le ventre. Des étincelles volent lorsque le métal frappe les épaisses écailles pourpres. Le dragon se débat furieusement, poussant un rugissement qui fait trembler l'air lui-même. Il essaie de désarçonner le petit humain de son dos, mais sa prise reste ferme. Une onde d'énergie bleue jaillit du point d'impact, projetant le joueur en arrière. Il vole dans les airs alors que le dragon se remet de l'attaque. Une explosion massive ravage les environs, réduisant les ruines de la ville en poussière. L'onde de choc est si puissante qu'elle rase ce qu'il restait des tours voisines. Il se redresse parmi les débris, l'air frustré de voir que son attaque n'a pas suffi. Le dragon est toujours bien vivant et le domine de toute sa hauteur. Il décide qu'il est temps de se barrer et tente de se déconnecter, mais rien ne se passe. Le dragon le foudroie du regard, sa gueule dégoulinante d'énergie bleue. Une fenêtre système lui apparaît en plein visage, mais ce n'est pas le menu qu'il attendait. Il fixe l'écran, se demandant pourquoi ses commandes ne répondent plus. Le dragon charge, la tête baissée, prêt à l'écraser. Il tape frénétiquement dans le vide, cherchant un moyen de quitter la simulation. Un triangle rouge clignotant apparaît sur son interface. Une erreur système. Des gouttes de sueur coulent sur son visage alors qu'il percute qu'il est coincé dans le jeu. Le dragon ouvre grand la gueule, dévoilant des crocs aussi longs que le guerrier lui-même. Il peut voir jusqu'au fond de sa gorge alors qu'il se prépare pour un ultime rugissement. Une griffe massive s'abat violemment, pulvérisant le sol et projetant des éclats de pierre partout. De l'énergie bleue crépite autour du point d'impact. De retour dans le monde réel, une foule immense s'est rassemblée devant l'écran géant d'un gratte-ciel pour regarder la diffusion en direct du raid. Les gens crient, convaincus que le joueur est foutu. Le joueur, redevenu un mec banal en sweat à capuche, marche dans les rues de la ville. Il est entouré d'une faible lueur bleue, sûrement un effet secondaire de sa longue session de jeu. Il est pâle et essoufflé, clairement secoué par le bug qu'il vient de vivre. Il garde la tête baissée, essayant d'ignorer ce monde numérique qui semble déteindre sur sa réalité. Il s'arrête pour regarder un écran géant montrant le dragon blanc. Il marmonne dans sa barbe que la prochaine fois, il se fera cette bête, c'est sûr. Perdu dans ses pensées, il s'avance sur un carrefour bondé. Les lumières de la ville deviennent floues alors qu'il se concentre sur sa prochaine stratégie en jeu. Soudain, des phares aveuglants illuminent la route, un poids lourd fonce droit sur lui. Le chauffeur a l'air paniqué, mais il est trop tard pour freiner. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il fixe directement les lumières éblouissantes. Il n'a même pas le temps de bouger avant le choc. L'obscurité s'ensuit, avec seulement de petites gouttes rouges tombant dans le vide. Le silence s'installe un instant alors que le monde s'efface. Il se réveille face contre terre dans la neige glaciale, une mare de sang s'étalant autour de lui. Des alertes système clignotent dans son champ de vision, lui indiquant qu'il est dans un état critique. Il grogne, la vue floue, fixant la neige tachée de pourpre. Une voix électronique monotone répète les mêmes avertissements en boucle. Sa main tremble alors qu'il essaie de prendre appui sur le sol. Il se demande pourquoi la compagnie de jeu n'a pas eu le budget pour une meilleure voix système. Il parvient à s'asseoir, frissonnant en regardant l'étendue blanche et infinie des champs de glace du Nord. Ce n'est pas là qu'il est censé être, il pensait s'être déconnecté. Ses cheveux sont maintenant argentés, et son corps lui semble complètement étranger. Il se demande à voix haute pourquoi il est toujours dans le monde de Palladia après cet accident. Une douleur aiguë lui transperce le crâne, et il se prend la tête à deux mains. Des fragments d'une vie qu'il n'a jamais vécue commencent à inonder son esprit. Il a des flashs d'un village, d'un jeune garçon soulevé dans les airs,
et d'une attaque soudaine et violente par une bête ailée. Ce ne sont pas ses souvenirs, mais ils ont l'air si réels. Le nom d'Alvin Arian lui vient à l'esprit, un mystérieux jeune homme vivant dans le Nord. Il réalise avec effroi que ce sont les souvenirs d'un PNJ du jeu. Il retombe sur un genou, la mare de sang sous lui s'agrandissant. Il commence à recoller les morceaux. Il a transmigré dans le corps d'un personnage du jeu. Il appelle le système, désespéré de voir son statut. Une interface familière apparaît, brillant dans la faible lumière de ces terres désolées enneigées. Il fixe ses stats et n'en croit pas ses yeux. La plupart des personnages de départ ont des stats moyennes autour de 12, mais les siennes crèvent le plafond. Force 19, agilité 15, et une liste de traits uniques comme berserk et pied léger s'affiche à l'écran. C'est comme s'il avait hérité d'un corps chez AT. Il regarde ses mains, réalisant le potentiel de sa nouvelle identité. Il se demande quel genre de modèle, pet ou win, est vraiment cet Alvin Arian. Alvin fixe l'écran système lumineux, les yeux écarquillés en lisant la description d'un talent appelé « Noyau », refaçonner le monde. Il se demande sur quel genre d'attribut complètement pété il est tombé dans ce nouveau corps. Il sait que le préfixe « Noyau » n'est réservé qu'aux traits de rang SSR, le genre de truc qui transforme un perso en vrai carry pour son équipe. Il se souvient avoir brièvement obtenu un talent similaire une fois lors d'une quête de défi de haut niveau dans sa vie passée. Le talent « Refaçonner le monde » n'est pas juste une compétence de combat. C'est un talent de base qui peut être cultivé qu'il choisisse une classe magique ou physique. Cela le marque comme un descendant du légendaire forgeur d'étoiles. Le nom d'Alvin Arian fait enfin tilt. Ce n'est pas un simple PNJ barbare du Nord. C'est le boss final du raid de niveau 50 de la 4e mise à jour du jeu, un monstre qu'il connaît que trop bien. La vision d'un avenir sombre défile devant lui, où la chair est faible et l'acier éternel. Le titan forgeur d'étoiles domine un monde mourant, un cauchemar de métal et d'os. C'est l'entité que les joueurs surnommaient, en blaguant le roi brave noirci, une force inarrêtable siégeant sur un trône fait d'innombrables crânes. C'est un destin sombre et solitaire à porter, surtout pour un ancien joueur. De retour au présent, Alvin fixe ses propres mains tremblantes, le visage barbouillé de sang. Il se demande s'il est vraiment devenu ce monstre légendaire, piégé dans le corps d'un gamin mourant. Il se redresse de la neige tachée de pourpre, son expression se durcissant pour ne laisser place qu'à la pure défiance. Il refuse d'être le pion du destin ou un boss attendant de se faire charcuter par les futurs joueurs. Son esprit dérive vers le chaos de ce monde dans lequel il est piégé, l'ascension des nations, où les armées de gobelins et d'orques s'affrontent sous des bannières sanglantes. C'est une époque de guerre constante et de frontières mouvantes. Il se souvient de la marée squelettique, où les nécromanciens en robes sombres ont levé des légions de morts-vivants infinis pour submerger les royaumes humains. La lueur bleue des yeux squelettiques est une vision qu'aucun survivant n'oublie jamais. Puis il y a eu l'ascension alchimique, menée par des alchimistes gobelins brillants et fous qui ont repoussé les limites de la science et de la magie. Leurs expériences ont souvent causé autant de destruction que de progrès. Chacun de ces événements majeurs a été une expérience de mort imminente pour le peuple de Palladia. Alvin réalise que dans ce monde turbulent, seuls les plus forts ont une chance de survivre. Serrant les dents contre la douleur fulgurante dans son flanc, il jure qu'il ne mourra pas comme ça. Il n'a pas survécu à un accident mortel dans la réalité pour venir crever dans un monde de jeux vidéo. Il contemple le paysage désolé, sachant qu'on est à la mi-décembre et que la marée blanche approche à grands pas. Il doit survivre à cet hiver brutal du Nord s'il veut avoir une chance d'avoir un avenir. Alvin trébuche dans la neige profonde, laissant une traînée de sang qui marque sa lente progression. Chaque pas est une lutte acharnée contre le vent glacial et ses propres forces qu'il abandonne. Le destin l'a peut-être désigné comme un méchant voué à la défaite, mais Alvin n'a pas l'intention de suivre le script d'un autre. Il va survivre à ces champs de glace et réécrire sa propre histoire selon ses propres règles. Il sait que la purification de sa lignée est la clé pour atteindre son plein potentiel en tant que titan. S'il survit à l'hiver, il pourra commencer à chercher des indices et confirmer exactement où il se trouve sur la timeline du jeu. La pente sur laquelle il se trouve est à des kilomètres de toute tribu, pile sur la dangereuse frontière des champs de glace. Il est complètement seul dans les terres sauvages, avec rien d'autre que ses connaissances pour le guider. Elrond, le royaume magique le plus proche, est à des centaines de kilomètres. S'y rendre directement dans son état actuel tiendrait du pur suicide. Heureusement, ses connaissances de joueurs vétérans lui donnent un avantage crucial. Il se rappelle qu'il devrait y avoir une cabane de chasseurs cachée dans les bois du coin, avec un peu de chance remplie de nourriture et de bois de chauffage. Il aperçoit la petite structure au loin, une simple tache sombre contre le blanc aveuglant de la neige. S'il arrive à l'atteindre, il aura une chance de faire du stop avec une caravane en direction de l'Empire central. La ville de l'Inde est le berceau de bon nombre des événements majeurs du jeu. S'il réussit à s'y rendre, il pourra entrer dans l'intrigue principale et changer le cours de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Il pense à la classe de personnage qu'il maîtrisait le mieux dans sa vie passée, le chevalier alchimique. C'était une voie polyvalente qui combinait compétences martiales et sciences avancées. C'est une classe émergente née de la révolution magico-alchimique, capable de forger les armures et armes les plus robustes.
Alvin revoit l'image de figures encapuchonnées utilisant de l'énergie verte pour construire une puissante armure de plaques. Un bruit sec déchire l'air glacial. Alvin Arian se redresse, son oreille tressaillante en captant le bruit sourd et rythmique de pas qui approchent dans le silence de la neige. Le jeune homme, reconnaissable à ses cheveux blancs argentés en bataille et à son unique épaulière argentée, scrute l'horizon de ses yeux bleus perçants. Il se demande si quelqu'un a vraiment réussi à le traquer jusqu'ici dans ces terres désolées. Se tenant le flanc, Alvin se traîne dans la neige épaisse des champs de glace du nord. Chaque mouvement est une lutte contre le froid mordant, mais il ne peut pas se permettre de ralentir maintenant. Il se baisse, plaquant son corps contre un banc de neige pour rester hors de vue. Son regard est fixé sur le chemin devant lui, attendant que la source du bruit se montre. En jetant un coup d'œil par-dessus la crête de glace, Alvin remarque que le son vient de cavaliers à cheval. Il sait que cette zone est loin des routes commerciales principales, ce qui rend ses visiteurs très suspects. Au loin, des silhouettes sombres émergent de la brume blanche. Ils se déplacent à toute vitesse, soulevant des nuages de neige alors qu'ils font la course à travers la plaine gelée. Freydia Gutsmith, une fille avec une longue tresse blonde et une cape de fourrure blanche, pousse désespérément son immense monture aviaire à avancer. Son visage est pâle de terreur alors qu'elle essaie de semer ses poursuivants. 3 individus encapuchonnés sur des chevaux morts-vivants, dont les crinières scintillent de flammes bleues lugubres, sont à ses trousses. L'un d'eux épaule une lourde arbalète, visant droit sur la princesse en fuite. Les flèches sifflent dans les airs, manquant de peu Freydia qui s'agrippe à sa monture. La fille regarde en arrière, paniquée, réalisant que la distance entre elle et les cavaliers se réduit à vue d'œil. Les hommes encapuchonnés ne lâchent rien, rechargeant leurs armes avec une précision mécanique. Ils sont froids et calculateurs, animés par un seul et unique objectif mortel. Alvin observe la scène, plissant les yeux en remarquant un détail étrange. Il réalise que les chevaux de guerre noirs ne font absolument aucun bruit alors qu'ils galopent à pleine vitesse. Les yeux de l'un des chevaux brillent d'une lumière bleue surnaturelle. Alvin identifie que ce sont des montures mortes vivantes, le genre que seuls les nobles de haut rang d'Elrond affectionnent. La monture de Freydia saute par-dessus un buisson enneigé, ses griffes massives s'enfonçant dans la glace. Elle pousse la créature à ses limites absolues, mais le terrain joue contre elle. Alvin reconnaît immédiatement la fille comme étant la première princesse du royaume magique d'Elrond. Cela confirme ses soupçons, on est bien en l'an 1886, bien avant son accession au trône. Fort de ses connaissances de joueurs vétérans, Alvin évalue rapidement les 3 poursuivants. Il estime leur force au niveau 2, ce qui en fait une menace gérable s'il joue bien ses cartes. Les poursuivants sont implacables, leur monture morte vivante ne se fatiguant jamais dans ce froid brutal. Alvin réalise que s'il n'intervient pas maintenant, la princesse n'ira pas bien loin. Il décide qu'il n'y a qu'une seule action logique à entreprendre. Avec un regard déterminé, Alvin se prépare à quitter sa cachette pour rejoindre la mêlée. Alvin plonge dans la neige profonde, utilisant son environnement pour masquer son approche. Il bouge comme un prédateur, synchronisant parfaitement son attaque au moment où les cavaliers passent. Les cavaliers parlent entre eux, leur voix étouffée par leur capuche. L'un d'eux demande s'ils doivent la capturer vivante, mais l'ordre est clair, on ne fait pas de prisonniers. Ils pointent à nouveau leurs arbalètes, se préparant à mettre fin à la chasse une bonne fois pour toutes. Ils n'ont aucune idée que quelqu'un les observe juste sous leurs pieds. Alors que l'un des chevaux morts-vivants passe au galop, une main surgit soudainement de la neige. C'est un mouvement audacieux et inattendu qui prend les cavaliers totalement au dépourvu. La main d'Alvin se referme sur la patte du cheval avec une force inouïe. La bête morte-vivante vacille, son élan brisé par ce point d'ancrage soudain. Le cavalier pousse un cri de choc alors que sa monture est violemment tirée sur le côté. Le cheval perd pied, envoyant l'homme encapuchonné rouler dans les congères glaciales. Toute la ligne des poursuivants est plongée dans le chaos. Alvin abat complètement le cheval, sa puissance brute étant supérieure à ce que la créature morte-vivante peut supporter. Alvin campe sur ses positions, une aura rouge commençant à pulser autour de son corps. Une notification système clignote dans sa vision, confirmant qu'il a activé son état, barbare berserk, multipliant sa force par 4. Les autres cavaliers sont stupéfaits, fixant le barbare solitaire qui vient de terrasser un cheval de guerre à main nue. Les yeux d'Alvin brillent d'un rouge menaçant alors qu'il se prépare pour la suite. Il ne leur laisse pas l'occasion de s'en remettre. Alvin bondit en avant, ses mouvements alimentés par la rage primale de son état berserk alors qu'il cible le prochain cavalier. L'homme encapuchonné a à peine le temps de réagir qu'Alvin est déjà sur lui. La force phénoménale de l'attaque du barbare envoie une onde de choc à travers la garde du cavalier. Alvin les identifie comme les ordures de chauve-souris, d'Elrond, des membres de la race sanglante. Il enfonce son poing dans l'un d'eux, l'impact est si violent qu'il laisse le vampire titubant et à bout de souffle. Le chef des buveurs de sang hurle à ses hommes de tuer l'intrus. Dans le chaos, l'un des cavaliers est projeté en arrière par la puissance dévastatrice de la contre-attaque d'Alvin. Les cavaliers tirent à l'aveuglette avec leurs arbalètes, et dans la confusion, ils touchent accidentellement l'un des leurs. Alvin se sert du vampire blessé comme bouclier humain, laissant les flèches se ficher dans le dos de l'homme blafard.
Alvin observe la scène avec un regard froid et analytique. Il sait que la race sanglante a une endurance incroyable et ne crèvera pas juste de blessures internes, même à bas niveau. La monture de Freydia pousse un ultime cri de douleur avant de s'effondrer dans la neige. La princesse est projetée hors de sa selle, vulnérable sur la glace à découvert. Le chef des buveurs de sang ordonne à son sous-fifre d'achever la princesse pendant qu'il s'occupe du barbare. Il dégaine sa lame, ses yeux rouges brûlant d'irritation face à ce retard. Alvin domine l'un des cavaliers à terre, l'air totalement blasé. Il se moque du descendant des nobles de la nuit, pour s'être fait dominer si facilement par un barbare de bas niveau. D'un mouvement fulgurant, Alvin achève le sous-fifre, laissant une gerbe cramoisie repeindre la neige. Le chef des buveurs de sang regarde, choqué, son homme se faire balayer comme un vulgaire déchet. Des étiquettes système apparaissent au-dessus des ennemis, identifiant le leader comme un buveur de sang de niveau 2 et son allié restant comme un étreint de niveau 1. Le rapport de force est clair, mais Alvin n'est pas intimidé pour un sou. Alvin dévisage le chef, ses yeux rouges fixés sur le vampire. Il a déjà calculé ses prochains coups, imperturbable face à la vitesse ou au statut supérieur de la créature. Le chef des buveurs de sang ricane, disant à Alvin qu'il est temps d'en finir. Il contracte ses muscles, prêt à montrer aux barbares le véritable fossé qui sépare leurs capacités. Le vampire se précipite avec une vitesse hallucinante, sa rapière devenant floue alors qu'il estoque vers Alvin. Il se moque de la lenteur des réactions du barbare, persuadé que cette attaque mettra fin au combat. Une fine ligne de sang apparaît sur la joue d'Alvin alors que la rapière l'effleure. Il admet que l'attaque était en fait un poil dangereuse, mais son expression reste dangereusement calme. Dans une incroyable démonstration de réflexe, Alvin attrape la lame tranchante à main nue. Le sang goutte de sa paume, mais il fixe le vampire droit dans les yeux, le mettant au défi de retirer son épée. Alvin serre le poing, de l'énergie bleue tourbillonnant autour alors qu'il se prépare à riposter. Il annonce que c'est enfin à son tour de passer à l'offensive. D'un coup surpuissant, le poing lumineux d'Alvin vient s'écraser sur le visage du poursuivant encapuchonné. L'impact fait voler le sang et les dents alors que le mec est projeté en arrière par la force du coup. Alvin regarde sa main, remarquant l'aura rouge de son état berserk qui pulse encore autour de lui. Il se dit qu'il a bien de la chance que cet état atténue la douleur, sinon les dégâts qu'il a pris seraient insoutenables. Il balance l'arme brisée de son adversaire et s'éloigne avec un sourire confiant aux lèvres. Il se moque des nobles d'Elrond pour leur manque pathétique de réelle expérience de combat. De l'autre côté, Freydia Gutsmith ne restait pas les bras croisés. Elle avait plaqué un autre poursuivant au sol et soulevé un lourd rocher déchiqueté au-dessus de sa tête des deux mains. Avec un cri guttural, elle abat violemment la pierre sur le crâne du vampire. Le sang éclabousse la glace alors qu'elle termine le boulot elle-même. Alvin s'arrête net, levant les mains dans un geste de fausse reddition. Il avoue qu'il s'est planté sur son compte et retire ce qu'il a dit sur le fait qu'elle était sans défense. Il pointe du doigt sur le côté, le ton devenant direct. Il informe la princesse que son oiseau géant a pris trop de dégâts et qu'il ne s'en tirera pas. La panique s'empare du regard de Freydia alors qu'elle lâche la pierre et court vers la créature à terre. Elle crie son nom, Filori, la voix brisée par le désespoir. Elle tombe à genoux et berce la tête de l'oiseau doré dans ses bras. La créature respire à peine, ses plumes collées par le sang et la neige. L'oiseau émet un faible râle, ses yeux perdant lentement leur éclat. Freydia serre son bec, essayant de lui offrir le peu de réconfort qu'elle peut dans ces derniers instants. Elle penche la tête contre le cou de l'oiseau, pleurant la perte de son partenaire et ami. Le silence du champ de neige n'est brisé que par ces doux mots d'adieu. Alvin se tient en retrait à quelques pas, attendant qu'elle se reprenne. Il l'observe alors qu'elle se relève enfin, l'expression durcie en époussetant la neige de sa cape. Elle se tourne vers lui et se présente formellement comme Freydia Antonia Joséphine Gutsmith. Elle lui dit qu'il peut juste l'appeler Freya si c'est trop chiant à dire. Alvin la regarde, un petit sourire complice aux lèvres. Il repense au lore du jeu et à la façon dont cette princesse apparemment innocente est destinée à un avenir bien plus sombre. Freya remarque son regard insistant et se met immédiatement sur la défensive. Elle exige de savoir ce qu'il fixe exactement avec une expression aussi bizarre. Alvin détourne le regard, une légère rougeur sur les joues en réalisant qu'il a dévisagé. Il invente rapidement une excuse bidon, prétendant s'être soudainement rappelé de quelque chose d'important. Il se dirige vers les vampires morts éparpillés sur la neige, sortant un petit couteau. Freya le regarde avec une expression confuse et légèrement dégoûtée alors qu'il se met au travail. Alvin utilise ses outils pour arracher des crocs acérés à l'un des cadavres. Il se retourne vers elle avec un sourire, expliquant que dans ce monde, ces morceaux, c'est littéralement de la monnaie sonnante et trébuchante. Il brandit les dents ensanglantées, admirant le butin qu'il vient de récolter. Pour lui, ce n'est pas juste un champ de bataille, c'est une mine d'or. Freya croise les bras, toujours méfiante envers cet étrange des pragmatiques nordiques. Elle lui demande son nom et d'où il vient exactement. Il se tient droit, se présentant simplement comme Alvin Arian, un homme du Nord. Il a l'air détendu, malgré le sang qui sèche encore sur son armure de cuir.
Les yeux de Freya s'agrandissent légèrement à l'entente de ce nom, comme si elle entendait parler d'une vieille légende. Elle murmure quelque chose à propos d'un « premier fils béni », issu des anciennes sagas. Alvin est impressionné qu'elle ait la référence, considérant que ça vient d'un ancêtre obscur de la langue commune. Freya admet qu'elle l'a appris en étudiant dans la bibliothèque de la capitale d'Elrond. Il va droit au but, demandant qui étaient ses poursuivants et pourquoi il voulait absolument sa peau. Il a besoin de plus d'infos pour comprendre l'état actuel du monde du jeu. Elle prend une grande inspiration et révèle sa véritable identité de première princesse d'Elrond. Alvin l'écoute les bras croisés, ne montrant aucune surprise. Elle regarde les cadavres gelés, le visage assombri par un mélange de chagrin et de colère. Elle explique qu'elle est tombée dans une embuscade alors qu'elle se rendait à une cérémonie de remise de diplôme à l'Académie royale. Alvin fait remarquer qu'ils sont à des centaines de kilomètres de la frontière la plus proche d'Elrond. Il demande comment elle a bien pu atterrir aussi loin au nord en fuyant une tentative d'assassinat. Freya regarde vers l'horizon, sa cape blanche claquant au vent. Elle explique qu'elle a fait ce détour dangereux exprès pour éviter un piège bien plus gros qui l'attendait sur la route principale. Une carte du royaume magique d'Elrond apparaît alors qu'Alvin se remémore l'histoire de la nation. C'est une terre célèbre pour sa maîtrise des modifications maléfiques et son obsession sombre et taboue pour la nécromancie. Le territoire est vaste et accidenté, dirigé par un homme tellement craint qu'on l'appelle communément le roi démon. Alvin sait que cet endroit est le cœur des recherches magiques les plus dangereuses au monde. Il y a bien longtemps, les Elrondiens n'étaient qu'une tribu nomade connue pour ses talents de guérison. Des persécutions religieuses les ont forcés à une migration de masse vers les rudes terres désolées du nord de Palladia. Pour survivre aux monstres du nord, ils ont été obligés de s'adapter et de militariser leurs connaissances médicales. Leurs sorciers pacifiques ont évolué pour devenir des mages rouges et des moines de chair, experts en modification corporelle. Cette lutte désespérée pour la survie a fini par donner naissance à l'art de la nécromancie. Ils ont appris à jouer avec les os et les âmes, créant des constructions mortes-vivantes horribles pour les servir. L'un de leurs rituels les plus secrets et les mieux gardés est le rite secret d'Elrond, un processus capable de remodeler complètement un corps humain. Alvin connaît les expériences horribles qui ont lieu dans leurs labos planqués. Au fil des siècles, ils sont devenus le groupe de mages le plus excentrique et le plus redouté au monde. Personne ne sait vraiment quels pouvoirs obscurs se cachent sous leurs masques bizarres et rituels. Alors que les nobles bénéficient de modifications raffinées, les roturiers subissent souvent des altérations cheap et produites en masse. Ils sont transformés en démons de bas étage, leur corps fusionnés avec des animaux pour mieux remplir leur rôle prédéfini. Alvin regarde Freya, pensant à la façon dont cette princesse, tête en l'air, mènera un jour une révolution sanglante contre ce système rigide. Il sait exactement de quoi elle est capable. Freya reste silencieuse un instant, le regard fixé sur les montagnes lointaines. Elle sait qu'elle est la seule à pouvoir tenter de briser le cycle d'oppression dans sa patrie. Il sort de ses pensées et prend la parole, interrogeant la princesse sur le piège dont elle vient de parler. Une carte montre l'itinéraire de l'académie à la capitale, avec une ligne pointillée verte indiquant le chemin prévu. Elle explique que l'attaque initiale à l'académie n'était qu'une feinte pour la diriger vers une plus grosse embuscade. Pour les semer, elle a abandonné ses subordonnés et a fait ce détour épuisant par les champs de glace du Nord. Elle s'est dit que même s'ils la trouvaient, ils ne seraient pas assez nombreux pour être incontrôlables. Freya serre les poings en réfléchissant à la situation. Il marmonne dans sa barbe qu'il pensait pouvoir gérer ça facilement, mais les choses se compliquent. Il regarde Freydia avec une expression sérieuse, réfléchissant à l'avenir qu'il connaît du jeu. Il ne s'attendait pas à ce que la légendaire reine de sang d'Elrond ait un côté aussi innocent et candide à ce stade de l'histoire. Freydia se tient dans la neige, sa cape de fourrure blanche flottant au vent. Elle remarque le regard lointain d'Alvin et lui demande s'il écoute au moins. Alvin se tourne vers elle, croisant les bras sur sa poitrine. Il lui demande si elle veut savoir qui a vraiment envoyé ces assassins pour la buter. Sans attendre de réponse, Alvin se baisse et attrape le bord d'une cape brune. Il s'apprête à traîner quelque chose à la lumière. Il tire un homme encapuchonné sur la neige, le corps flasque comme s'il était mort. Freydia regarde avec confusion, se demandant pourquoi il s'emmerde avec un cadavre. Alvin s'accroupit à côté du corps, le regard perçant alors qu'il questionne l'identité du mec. Il se demande à voix haute combien de personnes à Elrond maîtrisent réellement les rituels de modification de la race sanglante. Freydia se penche, expliquant qu'il y a 12 familles nobles à Elrond, dont le grand-duc des dragons de sang. Elle doute qu'ils aillent jusqu'à assassiner un membre de la royauté pour des désaccords politiques. Soudain, Alvin lâche un violent coup de pied dans la tête de l'homme, projetant une giclée de sang en l'air. Il fait remarquer qu'elle oublie un autre groupe de personnes très important. Les yeux de Freydia s'écarquillent de surprise face à sa violence soudaine. Elle lui demande de qui exactement il parle. Alvin se tient droit au-dessus du type, un sourire moqueur aux lèvres. Il s'adresse directement à l'homme, l'appelant le nécromancien, et lui disant d'arrêter de faire le mort. Un gros plan révèle l'œil de l'homme qui s'ouvre brusquement sous sa capuche. Il les observait depuis le début, sa pupille étroite et prédatrice. Le proxy nécromancien s'assoit lentement dans la mare de sang,
un rire sec s'échappant de sa gorge. Il avoue qu'il ne s'attendait pas à être cramé si facilement. Alors que la neige se dissipe, sa véritable forme est révélée. Un visage partiellement squelettique avec des os de la mâchoire exposés et une chair pâle et morte. Il les regarde avec un mélange d'amusement et de malice. Freydia analyse rapidement la situation, sa formation académique prenant le dessus. Elle énumère les signes de sa magie, marque de sort, manipulation d'os et procuration de cadavres. Son expression s'assombrit alors qu'elle réalise la gravité de la menace. Elle l'identifie comme un grand sorcier de l'école hippocratique, une secte dangereuse au sein de la faction nécromancienne d'Elrond. Le proxy-nécromancien se lève complètement, son masque de crâne brillant sous la lumière pâle. Il loue l'intelligence de Freydia, notant sa réputation de major de promo de génie. Il lève une main squelettique et claque des doigts avec un craquement sec. Une faible lueur violette commence à émaner des jointures de ses os. Des cercles magiques surgissent sur le sol autour des vampires abattus, tourbillonnant d'une énergie sombre et ténébreuse. Le nécromancien se vante qu'ils auraient pu s'en tirer s'ils n'avaient pas été ralentis par son plan de secours. Les cadavres sur le champ de bataille sont soudainement attirés les uns vers les autres, leur chair et leurs os fondant pour former une masse mouvante et horrible. Une créature monstrueuse commence à prendre forme à partir des restes fusionnés. Des excroissances charnues couvertes d'yeux jaillissent du centre de l'amalgame. L'air vibre du son des muscles qui se déchirent et des os qui craquent. Une entité massive connue sous le nom de Général Squelette émerge du cercle magique, dominant la clairière. C'est un géant écorché aux muscles rouges exposés avec une tête en forme de crâne. Le proxy-nécromancien se tient calmement devant la créature géante. Il dit à Alvin qu'il détesterait tuer un junior aussi talentueux de ses propres mains, lui offrant une pitié moqueuse. Freydia lève les yeux vers le gargantuesque titan mort-vivant, sa petite silhouette écrasée par son ombre massive. L'échelle même de l'invocation est écrasante. Alvin se place devant elle, levant la main pour la rassurer. Il lui dit de ne pas avoir peur et qu'il veut juste piquer une petite causette avec le nécromancien. Il pointe le proxy-nécromancien du doigt, l'air pas du tout impressionné. Il fait remarquer que le mec n'est qu'au niveau 4 et qu'il n'a pas encore atteint la puissance d'un maître de niveau 5. Le masque de crâne du proxy-nécromancien semble sourire alors qu'il reconnaît qu'il y a toujours un fossé entre lui et les perfectionnés. Il demande à Alvin s'il pense vraiment pouvoir le vaincre malgré ce fossé. Alvin lâche un petit rire, l'air remarquablement détendu compte tenu de la situation. Il dit au nécromancien qu'il demandait juste par curiosité. Dans un mouvement soudain, Alvin tend le bras et attrape Freydia par la taille. Elle pousse un petit halètement de surprise alors qu'il la tire contre lui. Il hisse la princesse sur son épaule comme un sac de patates, à sa grande stupeur. Il rappelle au nécromancien que les barbares ont accès à la compétence « pied léger ». Avec une explosion de vitesse, Alvin pique un sprint à travers les champs enneigés, laissant une traînée de poudreuse derrière lui. Il lance un au revoir moqueur au sorcier couronné, en disparaissant au loin. Le proxy-nécromancien reste cloué sur place, la bouche grande ouverte sous son masque. Il se demande comment Alvin a pu savoir qu'il n'avait pas fini de calibrer le général Squelette. Il commença à fusionner avec le géant, sa bouche hurlant de rage alors qu'il se lançait à leur poursuite. Il maudit ce morveux de barbare, et jura de lui faire payer très cher de l'avoir roulé. La fusion était un spectacle macabre, marqué par le craquement écœurant d'os brisés et les gémissements d'articulation sous une pression immense alors que son corps fusionnait lentement avec la bête. Arborant désormais une nouvelle forme monstrueuse rappelant Venom, le géant s'élança en avant avec un rugissement assourdissant qui fit voler la glace en éclats. Le nécromancien lui ordonna de les traquer à tout prix. Alvin continue de sprinter à une vitesse hallucinante, un grand sourire aux lèvres. Derrière lui, le général Squelette ouvre la gueule, l'énergie magique verte commençant à se concentrer. Freydia regarde en arrière avec terreur alors que des projectiles verts lumineux fendent l'air dans leur direction. Alvin garde son regard fixé droit devant, les muscles tendus pour sa prochaine manœuvre. De multiples explosions vertes secouent le sol enneigé tout autour d'eux. Alvin zigzague à travers les déflagrations, gardant la princesse bien en sécurité sur son épaule. Le proxy-nécromancien, toujours furieux, exige de savoir qui est vraiment Alvin. Il n'arrive pas à comprendre comment un simple barbare peut en savoir autant sur les secrets de la nécromancie. Alvin jette un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux bleus pétillants de malice. Il dit simplement qu'il n'est qu'un barbare de passage, avant d'accélérer encore plus. Alors qu'il fuyait vers l'horizon, le général Squelette bondit en avant, se préparant à une frappe dévastatrice. Le nécromancien hurla qu'ils emporteraient leurs secrets dans la tombe. Le géant est soudainement englouti par une énorme décharge d'énergie électrique verte. Les mots « mort de type diffusion ultime » apparaissent alors qu'il s'apprête à relâcher un sort final et catastrophique. La gueule du général Squelette béante, brillant d'une lumière verte concentrée et pulsante alors qu'il s'apprête à tirer. Des arcs électriques violents crépitent sur son visage d'os blanc, signalant la libération imminente de son attaque ultime. Les yeux de Freydia s'écarquillent alors qu'elle regarde le monstre qui les poursuit, la voix tremblante en identifiant ce sort mortel.
Elle hurle que c'est le « doigt de la mort », la panique montant alors que l'énergie verte continue de s'accumuler derrière eux. Alvin Arian attrape Freydia et lui dit de ne pas bouger. Elle est prise de court, le visage rouge pivoine car sa main a atterri accidentellement sur ses fesses pendant qu'il essayait de la porter. Elle lui crie dessus, exigeant de savoir où il croit poser ses mains. Alvin ignore la remarque, entièrement concentré sur le combat qui s'annonce. Le général squelette les domine, rayonnant d'une lumière rouge sinistre. Alvin continue d'avancer, portant Freydia sur son épaule comme un sac de ciment pour rester mobile. Il observe de près les mouvements du monstre, le regard vif et calculateur. Il compte les secondes, attendant la fenêtre parfaite pour frapper à son pic de vulnérabilité. Alvin sort directement du système son arme bleue lumineuse, l'arbalète pliante légère. Il se moque de la lenteur de la bête, ayant déjà anticipé chacun de ses mouvements. Un carreau fend les airs, visant directement le cœur du chaos. Le projectile siffle à travers les plaines enneigées avec une précision létale. Le carreau se fiche pile dans l'orbite du général squelette, provoquant une énorme décharge d'énergie. La tête de la créature commence à se fracturer sous l'impact. Une violente explosion déchire le crâne du monstre, envoyant des fragments d'os voler dans toutes les directions. La menace géante commence enfin à s'effondrer. Le général squelette décapité s'effondre lourdement dans la neige profonde. De l'énergie sombre s'échappe de ses restes alors que la neige vole autour du point d'impact. Alvin se tient au-dessus du cadavre tremblotant, relâchant enfin son souffle. Il dit à Freydia que le danger immédiat est passé. Freydia lève les yeux vers lui, encore sonnée et essayant de digérer ce qui vient de se passer. Elle demande ce qu'était exactement cette créature. La voix du proxy nécromancien résonne depuis les restes qui se dissipent, reconnaissant la victoire du gamin qui l'a battu. Il jure de se souvenir du visage d'Alvin avant que l'esprit ne s'efface. La scène passe à Evanmore, la capitale d'Elrond, où la pluie s'abat sur les bâtiments au toit rouge de la ville. Le massif palais de Schönbrunn se dresse en arrière-plan sous un lourd ciel gris. À l'intérieur du palais, une silhouette aux cheveux roses court dans les couloirs voûtés. C'est le prince Otto, l'air frénétique alors qu'il se dirige vers les appartements royaux. Otto se précipite dans un long couloir au sol en damier, l'expression pleine d'inquiétude. Il fonce droit vers la chambre de son père. Il s'arrête au pied du lit et annonce la terrible nouvelle. Il dit à son père, le roi démon, qu'on ignore actuellement où se trouve Freydia. Otto met un genou à terre, suppliant la permission de mener la garde impériale dans une mission de sauvetage. Il est désespéré de retrouver sa sœur avant qu'il ne soit trop tard. Le roi démon, l'air décharné et maladif dans son lit, refuse catégoriquement. Il insiste pour que les chevaliers restent à la capitale afin de protéger le prochain dirigeant. Otto est stupéfait, la bouche ouverte d'incrédulité. Il rappelle à son père que c'est Freydia qui est censé hériter du titre. Le roi pousse un soupir las, les yeux fermés. Il explique que la capitale ne peut pas sombrer dans le chaos alors que sa santé décline. Il regarde Otto droit dans les yeux, soulignant qu'Elrond a besoin d'un successeur prêt à monter sur le trône à tout instant. La survie du royaume passe avant tout. Otto baisse la tête, forcé d'accepter cette froide logique. Il dit doucement à son père qu'il a compris ses ordres. Alors qu'Otto s'éloigne, ses yeux sont assombris, cachant ses véritables pensées. Le roi démon reste dans son lit, l'air épuisé par cette conversation. Le roi pousse un autre soupir, le poids de la couronne faisant clairement des ravages. Il se retrouve seul avec ses pensées dans la chambre silencieuse. Son regard dérive vers un portrait de la famille royale accroché au mur. Il murmure le nom de Freydia, se demandant où sa fille a bien pu atterrir dans ces terres gelées. De retour dans les champs de glace du nord, une vague massive d'énergie blanche jaillit de l'horizon. C'est la marée blanche, un phénomène qui signale un changement complet de l'environnement. Alvin regarde les restes du monstre se dissoudre dans le néant, l'air presque déçu. Il lâche une vanne, disant qu'il s'attendait au moins à une phrase de sortie classique de méchant. Freydia le fixe avec une intense suspicion, les yeux plissés. Elle pose enfin la question qui lui brûle les lèvres. Qui est-il, au juste? Alvin fait comme si de rien n'était avec un regard désinvolte, disant simplement qu'il est un barbare. Il essaie de garder sa couverture de simple vagabond. Freydia n'y croit pas une seconde et le traite de menteur. Elle fait remarquer que les vrais barbares détestent qu'on les appelle comme ça et préfèrent le terme nordique. Elle continue son interrogatoire, marchant dans la neige tout en testant ses connaissances. Elle veut savoir comment un « barbare » pourrait comprendre la nécromancie de haut niveau. Alvin lève la main pour lui faire signe de stopper ses questions. Il lui dit qu'il ne peut pas lui donner de réponse claire, plaisantant qu'il s'agit de Mimir qui lui murmure à l'oreille. Freydia soupire, décidant de laisser couler pour l'instant vu qui lui a sauvé la vie. Elle croise les bras, essayant de se protéger de ce froid glacial. Ses doigts tremblent en serrant sa cape, ses jointures blanches à cause du froid. L'environnement hostile commence à avoir raison d'elle. Malgré la tension, elle parvient à s'incliner pour le remercier formellement. Elle le remercie pour son aide répétée, le reconnaissant comme son sauveur. Elle relève la tête avec un petit sourire déterminé,
promettant que sa famille le récompensera. Elle a l'intention d'honorer sa dette en tant que princesse. Soudain, Freydia soulève l'ourlet de sa jupe, prenant Alvin complètement au dépourvu. Il fixe avec choc ce geste inattendu. Les yeux d'Alvin s'écarquillent, et il bégaye que c'est blanc, interprétant clairement mal la situation. Des gouttes de sueur perlent sur son front alors qu'il essaie de détourner le regard. Freydia panique et rabat sa jupe en vitesse, lui hurlant de ne pas regarder. Son visage est rouge pivoine de gêne. Alvin essaie de s'expliquer en pointant le doigt vers l'horizon. Il se rend compte qu'il y a eu un énorme malentendu. Il précise qu'il parlait de la marée blanche qui approche. Une immense vague de lumière éclatante balaie le paysage gelé. Avant qu'elle puisse réagir, Alvin la chope et se met à courir. Freydia ne peut que pousser un cri confus alors qu'ils font la course pour trouver un abri avant que la marée ne les frappe. Alvin porte Freydia sur son épaule, courant à travers la neige aveuglante. Il lui crie de continuer à bouger alors que la marée blanche se referme sur eux. Ils parviennent à trouver une vieille cabane de chasseurs nichée contre les falaises rocheuses. Elle est à peine visible à travers la brume tourbillonnante et les congères de cette terre désolée. À l'intérieur, un feu crépite sous une grande marmite en fer. Le bruit de l'eau bouillante remplit la petite pièce rustique alors qu'ils trouvent enfin un moment de sécurité. Alvin et Freydia s'assoient près du foyer, la lueur chaleureuse des flammes se reflétant sur leur visage. Ils prennent un moment pour se remettre de leur périple glacial à travers la glace. Alvin boit une gorgée de sa soupe chaude, le regard perçant alors qu'il interroge sa compagne. Il lui demande comment elle comptait gérer ses vampires s'il n'était pas intervenu pour la sauver. Freydia sort une délicate chaîne en or ornée de pierres précieuses en forme de fleurs. Elle la brandit fièrement, suggérant qu'elle avait son propre moyen de riposter contre ses poursuivants. Les yeux d'Alvin s'agrandissent en reconnaissant l'objet qu'elle tient. Il réalise que c'est un parchemin gemme et lui fait remarquer que l'utiliser aurait instantanément réduit les vampires en miettes. Freydia change de sujet, son expression devenant sérieuse. Elle se demande pourquoi un nécromancien irait jusqu'à lancer une tentative d'assassinat contre elle. Alvin s'adosse, analysant calmement la situation comme un joueur vétéran. Il lui dit que pour trouver le coupable, il suffit de se demander à qui profite le plus sa mort. Freydia détourne le regard, les yeux assombris par le doute en pensant à sa famille. Elle murmure que le plus grand bénéficiaire serait probablement son jeune frère, Otto. L'esprit d'Alvin a un flash de la mémoire du prince Otto aux cheveux roses. Il se souvient des rumeurs sur le membre de la famille royale à l'allure féminine qui est le prochain sur la liste pour le trône. Il la prévient de ne pas se fier aux apparences. Il explique que bien que le prince semble être le coupable évident, les choses dans ce royaume sont rarement aussi simples. Freydia boit une gorgée, le visage éclairé par la lueur du feu. Elle explique que même si Otto prenait le pouvoir, la lutte entre les réformistes et les conservateurs nobles ne ferait qu'empirer. Alvin se penche en avant, la voix basse alors qu'il lâche une bombe. Il affirme que les vrais gagnants seraient une faction tierce qui contrôle actuellement la plupart des ressources. Les yeux de Freydia s'écarquillent de réalisation et de peur face à ces mots. Elle halète, rassemblant enfin les pièces du puzzle. C'est la faction des morts-vivants qui tire les ficelles dans l'ombre. Elle se lève brusquement, sa cape tourbillonnant autour d'elle. Elle insiste pour qu'il retourne à Elrond immédiatement afin de stopper la conspiration. Alvin reste assis, remuant tranquillement la marmite. Il lui dit que si elle sort maintenant, la marée blanche la transformera en sculpture de glace en 30 secondes chrono. Freydia grince des dents, regardant vers la fenêtre avec rage. Elle ne supporte pas l'idée de rester les bras croisés pendant que son royaume se fait détruire systématiquement. Alvin lui lance un petit sourire complice, les yeux brillants d'une vision tactique. Il explique que sa survie est la plus grande menace pour tout le plan de la faction des morts-vivants. Freydia croise les bras et le regarde droit dans les yeux. Elle demande à Monsieur Arian, le mec qui prétend n'être qu'un simple barbare, ce qu'il suggère qu'il fasse ensuite. Alvin lève les yeux vers elle, un sourire confiant barrant son visage. Il lui dit que le simple fait de retourner vivante à la capitale est sa première étape vers la victoire. Freydia le fixe, prise de court par son aplomb absolu. Elle réalise que ce barbare en sait beaucoup plus sur la situation qu'il ne le laisse entendre. Elle baisse les yeux, admettant qu'elle ne peut pas arrêter la conspiration des morts-vivants toute seule. Elle a besoin d'un chevalier pour l'accompagner dans ce dangereux voyage de retour. Freydia tend la main, la chaîne en or drapée sur ses doigts. Au nom du futur roi Démon d'Elrond, elle offre à Alvin un contrat formel. Alvin n'hésite pas une seule seconde et refuse catégoriquement. Il lui dit qu'il a ses propres projets et qu'il ne peut pas se permettre de s'attacher au royaume pour longtemps. Un gros plan révèle son regard intense et calculateur. Pour lui, ce n'est pas juste une histoire, c'est un jeu qu'il sait comment gagner, et il a des projets bien plus grands. Freydia n'est pas prête d'abandonner si facilement, les yeux brûlants de détermination. Elle lui dit qu'elle ne restera pas là à regarder tout ce qu'elle aime s'effondrer. Elle se penche vers lui, sa voix n'étant plus qu'un murmure alors qu'elle le regarde. Elle fait une ultime offre désespérée. La seule chose qui lui reste à offrir en paiement, c'est elle-même. Alvin recrache immédiatement sa boisson sous le choc, toussant alors qu'il essaie d'assimiler ce qu'elle vient de dire.
Des gouttes de sueur perlent sur son front alors qu'il chancelle face à cette offre inattendue. Il agite frénétiquement les mains, précisant que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il lui dit que si elle veut vraiment le rembourser, elle pourra l'aider pour un rituel secret plus tard. Freydia accepte, l'air soulagé mais prenant toujours sa dette au sérieux. Elle dit qu'elle le fera une fois que son mana sera revenu, tant que ça n'implique aucun secret royal interdit. Les deux marchent dans la cabane faiblement éclairée, l'atmosphère lourde de cette confiance naissante. Alvin commence à préparer son mana pour la démonstration. Il admet que le rituel est un peu dur à expliquer juste avec des mots. Il ferme les yeux, concentrant son énergie alors qu'il se prépare à lui montrer la vérité. Une douce lueur bleue commence à émaner de la paume d'Alvin alors qu'il se concentre. Des étincelles d'énergie magique dansent entre ses doigts, illuminant la petite pièce. Il fait appel à sa capacité unique, activant le talent noyau, refaçonner le monde. L'air autour de lui commence à vrombir sous la résonance d'une puissance pure. Des motifs numériques de lumière bleue jaillissent de sa main, tourbillonnant dans l'air pour former des formes complexes. La petite cabane est soudain baignée d'une lueur high-tech éthérée. Alvin note que les souvenirs du propriétaire original de ce corps deviennent plus clairs. Il peut sentir les facteurs résiduels du titan s'aligner enfin avec sa propre conscience. Ses yeux s'illuminent d'une brillante lumière bleue alors que le talent atteint sa pleine puissance. Il jure de découvrir la vérité derrière le village incendié et de terminer la mission qui lui a été confiée. Dehors, la tempête continue de faire rage autour de la cabane de chasseurs dans les champs de glace du nord. La neige s'accumule contre les murs de bois, les scellant à l'intérieur pour le moment. Freydia regarde avec une admiration absolue, la bouche légèrement entr'ouverte face à cette démonstration. Elle n'a jamais vu de magie comme celle-là avant. Ça ne suit aucune des lois qu'on lui a enseignées. Un énorme écran holographique apparaît au milieu de la pièce, couvert de schémas et de textes complexes. C'est le plan d'un rituel capable de produire en masse des professionnels d'élite de niveau 3. Alvin désigne l'affichage lumineux, un regard perçant dans les yeux. Il la prévient que les matériaux ne seront pas donnés, et que l'objet le plus rare qu'ils doivent trouver, c'est du sang de dragon. Freydia fixe le schéma lumineux, la voix tremblante en demandant à Alvin s'il a vraiment l'intention d'utiliser un tel pouvoir pour arrêter une guerre. Elle réalise que quelque chose de cette ampleur n'a pas été conçu pour la paix. Alvin la regarde avec un regard calme et assuré, expliquant que le pouvoir en soi n'a pas d'alignement moral, seuls ceux qui s'en servent en ont un. Il ajoute que pour le moment, la personne qui regarde ce plan est un érudit, pas un tyran. Freydia recule d'un pas, les yeux rivés sur le réseau numérique complexe. Elle encaisse ces mots, le poids du secret qu'on vient de lui confier faisant son chemin. Elle place une main sur son cœur et fait un serment solennel en tant que candidate au poste de roi démon de la lignée Gutsmith. Elle jure de ne jamais révéler le plan ou de l'utiliser sur d'autres sans l'autorisation explicite d'Alvin. Alvin lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être aussi formel. Il explique qu'une fois la marée blanche retombée dans 3 jours, ils iront à la ville la plus proche, Flandrel, pour rassembler les matériaux pour le rituel. 3 jours plus tard, ils arrivent aux portes de Flandrel. C'est une immense ville commerciale dans le nord, située directement sous la coupe du roi démon et hors de portée des nobles habituels. Les rues sont bondées et bruyantes. Un énorme démon à tête de taureau tire une lourde charrette à travers la foule, hurlant aux gens de dégager le passage pendant qu'Alvinarian observe le chaos par la fenêtre de sa calèche. Des démons modifiés sont partout, comme cet humanoïde singe qui aide au travail manuel. Il est clair que cette ville tourne avec une main-d'œuvre très différente de ce à quoi ils sont habitués. Alvin les observe, assimilant le panorama. Il se souvient de ces créatures de bas niveau du jeu, mais les voit respirer et bouger en vrai à un côté surréaliste. Il regarde le ciel clair, observant un oiseau tourner autour des tours de pierre. Le poids de ce monde commence à se faire sentir. Ce n'est plus juste une simulation en haute résolution. Freydia Gutsmith tire le rideau, ses cheveux blonds dissimulés sous un foulard pour se déguiser. Elle signale qu'ils sont enfin arrivés à destination. Le duo descend sur les pavés, habillé comme un simple alchimiste et son assistante. Alvin garde une main près de sa ceinture, scrutant le marché animé autour d'eux à la recherche du moindre signe de danger. Freydia remarque qu'il observe la foule et demande ce qui a attiré son attention. Alvin ne répond pas tout de suite, le regard fixé sur le flux de personnes traversant la place. Il se penche près d'elle, l'avertissant de rester sur ses gardes. Cette ville grouille d'informateurs, et le moindre faux pas pourrait griller leur couverture avant même qu'ils aient commencé. Freydia se crispe, se demandant s'ils ont déjà été repérés. Derrière eux, un groupe d'hommes semble surveiller de très près les nouveaux arrivants. Alvin garde son sang-froid, lui disant que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il a déjà cerné les joueurs sur le terrain et c'est exactement qui les observe. Il fait remarquer que les mecs évidents sont juste des leurs censés attirer l'attention. Les vrais pros sont ceux qui se fondent dans l'ombre derrière eux, attendant le moindre faux pas. Ils s'arrêtent alors qu'un mage fait un spectacle de feu pour la foule. Alvin explique que leur force actuelle n'est pas suffisante pour un voyage de retour en toute sécurité, ils doivent donc passer par le marché noir pour se ravitailler. Freydia regarde son petit sac d'or, sentant son poids.
Elle demande comment ils sont censés entrer dans un endroit pareil avec juste quelques pièces. Alvin lui lance un regard confiant et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il sait exactement à qui parler et la guide vers un homme assis sur un banc à proximité. Une volée de pigeons volette autour d'un tas de graines près d'une fontaine en pierre. La ville est pleine de vie, mais Alvin cherche quelqu'un de bien plus spécifique. L'homme sur le banc, Mimir, a l'air d'un gros flemmard alors qu'il jette des graines aux oiseaux. Il propose paresseusement un sac de graines pour un demi-sou de cuivre, levant à peine les yeux à leur approche. Alvin se plante juste devant lui, lâchant une phrase cryptique sur le fait que minuit éclaircit l'esprit. Freydia se tient en retrait, regardant cet échange bizarre avec un air confus. Mimir relève son chapeau, révélant un regard perçant et calculateur. Ce n'est clairement pas qu'un clodo qui nourrit les oiseaux, et il n'est pas facilement impressionnable. Il s'assoit correctement et demande qui ils sont. L'attitude je m'en foutiste a disparu, remplacée par la posture sur la défensive d'un courtier en information qui sait comment repérer un étranger. Alvin ne bronche pas, lâchant une série de mots de code de jeu sur Garm et les portes de Hell. Il ne peut s'empêcher de se sentir un peu nostalgique d'utiliser ces vieilles phrases de sécurité à thème nordique. Freydia se penche, marmonnant pour elle-même en se demandant ce que tout ça a à voir avec le marché noir. Elle est complètement larguée par les connaissances des « initiés » d'Alvin. Mimir se moque, leur disant que sans une introduction appropriée d'un « passeur », ils n'obtiendront aucune audience avec des alchimistes respectés. Il les teste pour voir s'ils valent vraiment son temps. Alvin rétorque avec un autre nom de code, demandant ce qui se passe s'il est le messager d'Hermès. Il joue à la perfection le rôle d'un contact de haut niveau. Mimir plisse les yeux, disant que tout dépend de la cargaison qu'il transporte. Il jauge Alvin de la tête aux pieds, pas du tout impressionné par son équipement de voyage basique et son apparence banale. Un rictus moqueur apparaît sur le visage d'Alvin alors qu'il dit au courtier qu'il se plante sur toute la ligne. Il n'est pas un quelconque marchand essayant de fourguer des produits bon marché sur la place publique. Il glisse la main dans sa cape et active son talent noyau, refaçonner le monde. Une énergie holographique bleue tourbillonne autour d'une simple pièce d'or entre ses doigts, commençant à tordre le métal. Dans un flash de lumière, le métal se tord et se remodèle instantanément. La simple pièce a disparu, remplacée par une bague en or complexe sertie d'une pierre précieuse rouge étincelante. Il présente la pièce finie dans sa paume, le bijou captant la lumière du soleil. Il demande calmement si ce petit bagage suffit à prouver sa valeur en tant qu'alchimiste. La mâchoire de Mimir touche presque le sol alors qu'il fixe la bague. Il n'a jamais vu une transmutation aussi rapide ou aussi parfaite de toute sa vie, et encore moins venant d'un gamin. Le courtier se lève immédiatement et s'incline profondément, se confondant en excuses. Il admet les avoir jugés sur leurs vêtements simples et n'avoir pas réalisé qu'il avait affaire à un maître de l'art. Il les guide à travers un tunnel rocheux, passant devant un chevalier en armure qui monte la garde avec une lance. La rue de la nuit se trouve juste après le passage, caché du monde de la surface. Le garde leur fait un signe de tête, souhaitant la bienvenue aux respectés alchimistes dans le marché clandestin. Alvin garde un visage neutre, mais il sait que leur plan fonctionne. Alors qu'il s'enfonce dans la grotte, les yeux d'Alvin sont aiguisés, captant chaque détail. C'est là que le vrai travail commence. Il débouche dans une immense caverne remplie de bâtiments à plusieurs étages et de lanternes suspendues. C'est toute une ville secrète creusée directement dans la pierre, éclairée par une lumière artificielle. Mimir pointe du doigt un grand bâtiment en briques au bout de la rue. Il mentionne qu'il y a un gentleman à l'intérieur qui cherche des alchimistes et que la paix est légendaire. Ils atteignent la porte et Mimir leur fait des adieux rapides, retournant à ses pigeons. Alvin et Freydia entrent dans la lumière tamisée et chaleureuse de la taverne. Ils prennent une table et Freydia regarde autour d'elle, confuse de ne pas voir plus d'alchimistes travailler dans un endroit pareil. Une serveuse pose un verre devant Alvin alors qu'il s'installe. Alvin explique que la plupart des alchimistes respectables se tiennent à l'écart des magouilles du marché noir. Mais pour lui, tant que leur coule à flot, il n'en a rien à foutre de la politique. Un homme trapu avec un monocle et une écharpe violette s'approche, soulevant son chapeau avec un grand sourire. C'est le vieux Jabba, et il est ravi de rencontrer enfin le maître dont a parlé Mimir. Le vieux Jabba se penche, sincèrement curieux de savoir qui a formé un alchimiste aussi jeune. Il a vu beaucoup de talent dans la clandestinité, mais Alvin, c'est vraiment autre chose. Alvin boit une gorgée lente de son verre et lâche un mensonge éhonté, affirmant qu'il a été l'apprenti d'un maître nommé Édouard Elric. Il dit qu'il voyage juste sur le continent pour élargir ses horizons et voir ce qui s'y passe. Alvin Arian active son talent refaçonner le monde. Une chope dans sa main commence à briller et à se déformer, la céramique bougeant comme si elle était liquide sous son contact. Le vieux Jabba fixe la scène avec incrédulité, son monocle manquant de tomber de son œil. Il n'a jamais vu d'alchimie réalisée avec autant de facilité et de puissance brute. Le marchand abandonne immédiatement son ton méfiant, s'inclinant profondément avec respect. Il invite l'honorable alchimiste à le suivre au 2e étage pour discuter affaires en privé.
Le trio grimpe les escaliers en bois du bâtiment en briques. Alvin mène la marche, regonflé à bloc après cette démonstration réussie. Ils entrent dans une réserve bien remplie. Le vieux Jabba leur assure qu'il ne laissera personne déranger leur travail et promet que la rémunération ne sera pas un problème. Alors qu'ils examinent une immense table couverte de réactifs et d'équipements, Freydia Gutsmith avoue qu'elle n'a jamais entendu parler d'un maître nommé Edward Elric. Alvin glisse nonchalamment que ce nom vient d'un roman de chevalerie qu'il a lu un jour. La mâchoire de Freydia se décroche sous le choc. Elle n'arrive pas à croire qu'ils viennent d'utiliser le nom d'un bouquin fictif pour bluffer son chemin jusqu'à un labo haut de gamme. Alvin sourit simplement, se détendant. Il note que la paie pour ce boulot devrait s'élever à plus de 1000 livres d'or, et qu'ils utiliseront certains des matériaux dont ils ont besoin pour couvrir les frais. Freydia a toujours l'air sceptique, se demandant comment il compte réellement expertiser cet équipement complexe sans se faire griller. Alvin fait apparaître une interface holographique bleue, montrant son système noyau, refaçonner le monde. Il a des outils que les gens de ce monde ne peuvent même pas imaginer. 2 heures s'écoulent alors qu'Alvin bosse derrière les lourdes portes en bois fermées. Les bruits de verre qu'on déplace et de liquide qui bouillonnent résonnent depuis l'intérieur du labo silencieux. Alvin sort enfin, tendant une liste détaillée à Jabba qui patientait. Il explique que l'expertise est terminée et que ce sont les objets dont il a besoin pour passer à la phase suivante. Jabba est aux anges, serrant la liste comme un ticket de loto gagnant. Il promet que tous les matériaux et le reste des fonds seront livrés au labo de l'association des alchimistes d'ici le coucher du soleil. Freydia le regarde partir, l'air sur la réserve. Elle est encore en train de s'adapter à la vitesse à laquelle Alvin a pris le contrôle de la situation avec juste quelques mensonges bien sentis. Le vieux Jabba soulève son chapeau et redescend pour commencer à faire les arrangements pour les matériaux rares. Alors qu'il s'éloigne, Jabba a des sueurs froides. Même si Freydia est habillée en simple servante, la simple vue de son froncement de sourcils le fait trembler des jambes de manière incontrôlable. Son sbire se penche, mentionnant que des informateurs ont vu Alvin arriver des champs de glace du Nord récemment. L'expression de Jabba devient sérieuse. Il réalise que leurs invités sont bien plus dangereux qu'ils n'en ont l'air et dit à son homme de contacter le patron sur le champ. Jabba n'arrive pas à se défaire de ce sentiment de terreur alors qu'il s'enfonce dans son bâtiment. Il réalise que la servante dégage l'aura de quelqu'un bien au-dessus de son rang, et c'est terrifiant. Le sbire de Jabba ajoute que des « enfoirés au teint pâle » sont déjà en train de traquer un homme et une femme correspondant à leur description qui ont récemment quitté les champs de glace. Réalisant qu'ils pourraient se retrouver pris entre deux feux dans une chasse à haut risque, Jabba ordonne à son homme d'alerter le chef du marché au sujet de leurs nouveaux invités. Pendant ce temps, Alvin et Freydia arrivent devant la grande entrée au pilier de pierre de l'association des alchimistes de Flandrel pour commencer le vrai boulot. À l'intérieur du labo privé, Alvin examine les provisions qu'ils ont rassemblées. Il remarque que même avec les connexions de Jabba, il leur manque toujours un ingrédient crucial, du sang de dragon. Freydia n'hésite pas une seule seconde, tirant une lame courte de son fourreau avec un cliquetis métallique vif. Alvin lève les yeux, un peu inquiet par ce flash soudain de lame. Il capte ce qu'elle s'apprête à faire et lui demande si elle a vraiment bien réfléchi à ça. Freydia ignore la question, le visage figé dans un regard déterminé. Elle sait que son sang royal est le seul substitut viable pour le puissant catalyseur dont ils ont besoin. Elle s'entaille le bras d'un geste rapide et précis, laissant le liquide rouge vif goûter dans un tube à essai en verre. Elle brandit le tube d'une main ferme, demandant à Alvin si cela suffira pour stabiliser le rituel complexe. Alvin la regarde panser sa blessure, puis demande quel est son rôle dans la préparation. Freydia claque un épais livre relié en cuir sur la table avec un bruit sourd qui résonne dans la pièce silencieuse. Elle lui dit que puisqu'elle s'occupera de l'alchimie complexe, il devrait passer son temps à mémoriser le dictionnaire Shuma. C'est l'ancienne langue nécessaire pour les incantations de haut niveau. Alvin retire son chapeau, l'air légèrement offensé. Il demande si elle le prend de haut juste parce qu'il est un « barbare » des terres désolées qui est censé manquer d'éducation. Malgré ses plaintes, il finit vautré sur un canapé en cuir, feuilletant attentivement les pages de l'énorme dictionnaire. Il se retrouve en fait happé par le texte, ses yeux bleus balayant les symboles étranges avec une concentration surprenante. De l'autre côté de la pièce, Freydia est dans la zone. Elle manipule un orbe tourbillonnant de liquide bleu au-dessus d'un récipient, ses mouvements étant précis et pleins de grâce calculée. Des perles de sueur coulent sur son front alors qu'elle maintient le délicat équilibre des réactifs. Une seule erreur dans le mélange pourrait faire exploser tout le labo. Alvin lève les yeux de son bouquin, la regardant bosser en silence. Il est impressionné, réalisant que même avec ses connaissances de gamer, il ne pourrait pas égaler son talent naturel pour l'alchimie de haut niveau. 3 heures passent à une lenteur insoutenable, marquée par la lente fonte d'une seule bougie sur l'établi. Le produit final repose dans une grande cuve métallique, un liquide vert émeraude luminescent bouillonnant au-dessus d'un cercle magique complexe gravé sur le sol. Freydia s'étire les bras et s'essuie le front, soupirant de soulagement. Elle marmonne qu'elle est rouillée, affirmant qu'elle était bien plus rapide à l'époque dans la cité aux 1000 tours. Alvin se tient devant la cuve rituelle, se dénouant les muscles de la nuque et des épaules.
Freydia lui demande une dernière fois s'il est sûr de vouloir faire ça sans même un test. Alvin lui lance juste un grand sourire, les yeux pleins de confiance. Il lui dit qu'il fait totalement confiance à ses compétences et qu'il est prêt à sauter le pas pour activer son nouveau pouvoir. Alvin Arian se tient devant la cuve rituelle, regardant la lumière verte pulser dans le laboratoire plongé dans la pénombre. Un affichage holographique flottant au-dessus du cercle indique un taux d'achèvement de 200%, confirmant que ses optimisations ont été bien plus efficaces que prévu. Il se tourne vers Freydia Gutsmith avec un petit sourire suffisant et confiant aux lèvres. Il lui dit de se détendre et d'avoir un peu foi en leur capacité à tous les deux, alors que le rituel atteint son apogée. Sans hésitation, Alvin commence à se déshabiller, tirant sa chemise et sa cape de ses épaules. Son dos est large et lourdement musclé, déjà préparé pour l'immense effort physique que l'infusion de lignée va exiger. Torse nu et prêt, Alvin annonce qu'il est enfin temps de passer à la procédure elle-même. L'air dans le labo crépite sous le vrombissement du mana actif. Les yeux de Freydia s'écarquillent, elle se couvre instantanément le visage des deux mains, une rougeur brûlante s'étalant sur ses joues. Elle panique face à cette exhibition soudaine de peau, exigeant de savoir ce qu'il croit faire dans un labo public. Alvin continue de se déshabiller jusqu'à ses sous-vêtements, totalement indifférent à sa réaction frénétique. Il lui demande calmement de détourner le regard un instant pour qu'il puisse passer aux choses sérieuses. Une fois qu'il est prêt, Freydia surmonte sa gêne et commence à peindre des symboles orange lumineux sur la peau nue d'Alvin avec un pinceau fin. Elle se concentre intensément en lançant un sort de double fausse vie pour s'assurer que ses constantes vitales restent stables. Un réseau circulaire complexe de runes lumineuses couvre désormais le haut du dos d'Alvin. La lumière de la magie pulse avec une chaleur régulière et rythmique contre sa peau, se synchronisant avec les battements de son cœur. Alvin s'avance vers la cuve remplie de liquide vers émeraude bouillonnant. Freydia le suit de près, expliquant qu'elle a jeté un sort de respiration aquatique sur lui pour qu'il n'ait pas à se soucier de l'oxygène pendant la procédure immergée. Prenant une grande inspiration, Alvin agrippe le bord de la cuve et entre dans le fluide lumineux. Il reste concentré, ses yeux turquoises fixés sur la tâche à accomplir alors que le liquide froid monte. Alors qu'il s'installe dans la cuve, Freydia l'observe avec un sentiment d'inquiétude persistant gravé sur le visage. Elle avoue que malgré tous leurs préparatifs, elle est toujours un peu sur les nerfs à l'idée d'un rituel de haut niveau aussi risqué. Alvin s'enfonce plus profondément dans le liquide jusqu'à ce qu'il atteigne son menton, la lueur verte se reflétant vivement dans ses yeux. Il lui dit de ne pas trop y penser, lui rappelant que c'est lui qui prend le risque pour son propre intérêt. Il ferme les yeux et s'immerge totalement, la surface du fluide vers se refermant sur sa tête avec une douce ondulation lumineuse. Un silence tendu s'abat sur le laboratoire. Flottant horizontalement dans la cuve, Alvin dérive dans le silence de la solution alchimique. Il se répète en boucle que cette lutte est uniquement pour sa propre survie et son futur pouvoir. Soudain, un violent tourbillon d'énergie jaillit dans la cuve, une lumière verte spiralant en un vortex miniature autour de son corps immobile. Les yeux d'Alvin s'ouvrent brusquement sous l'eau, brillant maintenant d'une lumière verte perçante et éclatante qui transperce le fluide trouble comme deux balises. Sa conscience semble se détacher de sa forme physique, le laissant flotter en plein vol au-dessus de la cuve lumineuse. Il baisse les yeux vers son propre corps immergé, choqué de découvrir que son âme a apparemment dérivé pendant la transition. Il se retrouve dans un vaste vide numérique bleu. Un énorme écran holographique apparaît devant lui, affichant un diagramme du corps humain entouré d'organes internes détachés et flottants. Alvin fixe l'écran avec incrédulité alors que les organes flottants commencent à orbiter lentement autour du diagramme. Il réalise avec un serrement de cœur que son talent exige de lui qu'il reconstruise manuellement ses propres systèmes internes dans cet état de rêve. Des perles de sueur apparaissent sur son front alors qu'il prend conscience de la réalité de la situation. Il a passé des milliers d'heures sur des jeux, mais il n'a jamais eu à réaliser une véritable chirurgie à haut risque sur lui-même de cette façon. Un chronomètre lumineux apparaît dans le vide bleu, lançant un compte à rebours de 299 secondes. Alvin sait qu'il n'a pas le luxe d'hésiter s'il veut survivre à cette reconstruction. Il tend la main et tapote le cœur holographique, décidant que le maintien de la circulation interne est sa priorité absolue pour rester en vie. Alors qu'il glisse l'organe à sa place sur le diagramme, un flash rose vif confirme une connexion réussie. « C'est dit à marche !» s'exclame-t-il, ressentant une vague de soulagement alors que la première pièce du puzzle s'emboîte. Ses mains deviennent floues tant elles vont vite alors qu'il encastre rapidement le reste des systèmes. Il enchaîne le système nerveux, digestif et respiratoire, pour finir par un renforcement expérimental des os tubulaires. Une fois les organes internes fixés, il remarque un menu secondaire pour une amélioration spécialisée. Ses yeux s'illuminent en voyant une option de renforcement, carapace noire, disponible pour sa nouvelle forme. Un ensemble de plaques d'armure bleu segmentées et lisses s'enroule autour du corps holographique, se superposant à la peau en une coquille protectrice sans défaut qui rayonne d'énergie. Le chronomètre tombe à zéro avec un carillon numérique, mettant fin à la phase de reconstruction juste au moment où la dernière pièce de l'armure se verrouille en position. Une série de notifications système clignote dans le vide, le félicitant pour l'activation d'une lignée de titans et un boost massif de tous ses attributs physiques.
Alvin se retrouve à hurler pour protester, frustré de ne pas avoir pu finir de vérifier le reste de ses nouvelles stats avant que l'interface ne se ferme. De retour dans le laboratoire, la cuve rituelle déborde d'une aura verte aveuglante qui illumine toute la pièce. Freydia observe de côté, ses cheveux blonds soufflés en arrière par la pression pure du mana qui déferle. Elle fixe la cuve avec une admiration sincère, n'ayant jamais vu un rituel alchimique se dérouler avec une efficacité aussi impressionnante. Elle ne peut s'empêcher de penser que le barbare, avec qui elle voyage, a une chance incroyable. À l'intérieur du fluide, le corps d'Alvin subit une transformation radicale. Des veines sombres et épaisses gonflent sur son visage et son cou, alors que sa nouvelle lignée prend racine dans sa chair et ses muscles. Le lourd silence du labo est soudain brisé par une série de coups lourds et rythmiques provenant des portes extérieures renforcées. Freydia sort instantanément de sa transe, son expression devenant dure et méfiante alors qu'elle fixe l'entrée. « Il y a quelqu'un » pense-t-elle, se mettant immédiatement sur ses gardes face à cette intrusion inattendue.